Quand j'ai ouvert les yeux, un homme en blouse blanche était en train de couper le bracelet en cuir de mon poignet. Ma montre, la montre que ma fille m'a offerte, arrêtez, j'ai essayé de dire, mais ma voix est sortie comme du papier de verre. Que faites-vous? L'homme m'a regardé avec des yeux qui contenaient quelque chose que je ne pouvais pas nommer, de la pitié, de la peur. Il s'est penché et a chuchoté 4 mots qui allaient tout changer, cette montre vous tue. Je m'appelle Jean-Pierre Morel, j'ai 67 ans, j'ai enseigné l'histoire de France à l'université Lumière Lyon 2 pendant 34 ans avant de prendre ma retraite. Je pensais savoir comment les histoires fonctionnaient, les héros, les méchants, les trahisons. J'enseignais à mes étudiants l'affaire Dreyfus, les trahisons sous l'occupation, toutes les façons dont la confiance peut être brisée dans ce pays. Mais je n'aurais jamais pensé vivre ma propre histoire de trahison et je n'aurais jamais, pas une seule fois, imaginé que la personne tenant le couteau serait ma propre chair et mon propre sang. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, il y a 347 jours, le matin de Noël à Lyon, la neige tombait doucement et silencieusement devant ma fenêtre. Marguerite, ma femme depuis 41 ans, était partie depuis 3 ans déjà, le cancer, le genre qui ne négocie pas. Après son décès, j'ai appris quelque chose sur le deuil que personne ne vous dit, il ne diminue pas, c'est juste vous qui grandissez autour de lui. Ma fille Béatrice et son mari Stéphane sont descendus de Paris avec les enfants. Béatrice a 42 ans maintenant, bien que dans mon esprit elle soit toujours cette petite fille qui s'asseyait sur mes genoux pendant que je corrigeais des copies. Elle a épousé Stéphane il y a 15 ans, il travaille dans la finance, la gestion de patrimoine ou quelque chose dans les investissements. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait et honnêtement, je ne l'ai jamais vraiment aimé, mais Béatrice l'aimait et cela me suffisait. Ce matin de Noël, après que les petits-enfants eurent déballé leurs cadeaux et se furent précipités pour jouer, Béatrice m'a tendu une petite boîte emballée dans du papier argenté. « Papa, a-t-elle dit, Stéphane et moi voulions t'offrir quelque chose de spécial cette année, tu es seul depuis trop longtemps, nous nous inquiétons pour toi. » Je l'ai déballé lentement, à l'intérieur se trouvait une montre, une belle pièce, bracelet en cuir foncé, cadran argenté, design élégant, rien de clinquant, elle avait l'air chère. « C'est une montre connectée, » a expliqué Stéphane avec ce sourire qui s'étirait sur son visage, le haut de gamme, elle surveille ton rythme cardiaque, ton sommeil, ton niveau de stress, tout est envoyé à une application sur le téléphone de Béatrice, de cette façon, s'il t'arrive quoi que ce soit. Nous le saurons immédiatement. J'ai regardé ma fille, ses yeux étaient humides, s'il te plaît porte-la, papa, a-t-elle dit, pour moi, je ne peux pas te perdre toi aussi. Que pouvais-je dire? Je l'ai mise sur le champ, le cuir était doux contre ma peau, elle m'allait parfaitement. Merci, j'ai dit, à vous deux, si j'avais su ce qu'était réellement cette montre, je l'aurais jetée dans la cheminée à cet instant précis, j'aurais regardé le cuir s'enrouler et brûler, j'aurais posé les questions qui devaient être posées, mais je ne savais pas, comment aurais-je pu savoir? Le premier mois, rien ne semblait anormal, janvier à Lyon est rude, des nuits à moins 10 degrés, je restais à l'intérieur la plupart du temps à lire, à regarder des documentaires, à appeler d'anciens collègues. La montre était à mon poignet, silencieuse et innocente. Puis février est arrivé, cela a commencé par de petits maux de tête, je n'avais jamais été sujet aux migraines, Marguerite plaisantait en disant que mon crâne était trop épais pour que la douleur y pénètre, mais soudain, j'en avais presque tous les jours. Une pression sourde et lancinante derrière les yeux. J'en ai parlé à Béatrice, elle semblait inquiète, « Papa, je vois sur l'application que ton niveau de stress est élevé, est-ce que tu dors bien? » Je ne dormais pas, en fait, je me réveillais à 3 heures du matin presque chaque nuit, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Des mauvais rêves que je ne pouvais pas me rappeler. « Tu devrais peut-être voir un médecin, » a-t-elle suggéré. C'est ce que j'ai fait, mon médecin de famille, le docteur Legrand, a fait des tests, des analyses de sang, un électrocardiogramme, l'habituel. Tout est revenu normal, vous avez 67 ans, Jean-Pierre, a-t-il dit, quelques douleurs sont normales, essayez de faire plus d'exercice, réduisez peut-être le café. J'ai suivi ses conseils, j'ai commencé à marcher tous les matins, même dans le froid, je suis passé au décaféiné, les maux de tête ne se sont pas arrêtés. En mars, de nouveaux symptômes sont apparus, mes mains ont commencé à trembler, pas tout le temps, juste occasionnellement, une fourchette tremblait en allant vers ma bouche, un stylo vacillait quand j'essayais d'écrire, je signais mon nom de la même façon depuis 60 ans et soudain. Ma signature ressemblait à celle d'un étranger. Béatrice appelait plus souvent maintenant, 3 fois par jour parfois, « Papa, l'application montre que ton rythme cardiaque est monté à 120 hier soir, qu'est-ce que tu faisais ?» Je dormais, j'ai dit, ou j'essayais,
peut-être que tu devrais venir passer quelque temps avec nous à Paris. Stéphane et moi avons de la place. J'ai refusé, je suis un homme têtu, je vis à Lyon depuis 1987, toute ma vie est ici, mes livres, mes souvenirs, mon jardin où les roses de Marguerite fleurissent encore chaque printemps, je n'allais pas partir à cause de quelques maux de tête. C'était ma première erreur. Avril a apporté le brouillard, pas dehors, mais dans ma tête, je lisais un livre et je réalisais que j'avais lu le même paragraphe 5 fois, j'entrais dans une pièce et j'oubliais pourquoi j'étais venu. Je décrochais le téléphone pour appeler quelqu'un et je n'avais aucune idée de qui je voulais joindre. Un après-midi, je suis allé au supermarché, un trajet que j'avais fait 1000 fois, mais quand je suis sorti avec mes sacs, je ne trouvais plus ma voiture, j'ai parcouru le parking pendant 20 minutes, le cœur s'emballant, les mains tremblantes, jusqu'à ce que je la repère enfin. Je m'étais garé dans une section complètement différente de celle dont je me souvenais. Je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai pleuré, pour la première fois depuis l'enterrement de Marguerite. Les pertes de mémoire me faisaient plus peur que tout le reste, mon père avait eu la maladie d'Alzheimer, je l'avais regardé disparaître morceau par morceau pendant 8 ans. L'idée de traverser cela moi-même, de perdre qui je suis, d'oublier le visage de Marguerite, j'ai appelé Béatrice ce soir-là. « Papa, je pense vraiment que tu devrais voir un neurologue, je peux te prendre un rendez-vous à la Pitié-Salpêtrière, Stéphane connaît quelqu'un. » Stéphane connaît quelqu'un, Stéphane connaît toujours quelqu'un. D'accord, j'ai dit, j'étais trop fatigué pour discuter. 2 semaines plus tard, j'ai pris le TGV pour Paris, Stéphane est venu me chercher à la gare de Lyon, il n'était que sourire et poignée de main, posant des questions sur mon voyage, commentant la météo, mais quelque chose dans ses yeux me rendait mal à l'aise. Quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait définir. Le neurologue était une jeune femme nommée Dr Girard, efficace, professionnelle, rigoureuse. Elle m'a fait passer une batterie de tests, des exercices de mémoire, de coordination physique, des scanners cérébraux. Quand elle m'a rappelé pour les résultats, son visage était soigneusement neutre. « Monsieur Morel, je dois être honnête avec vous, vos scanners montrent des schémas préoccupants, il y a des preuves d'un déclin cognitif précoce. » Mon cœur s'est serré, vous voulez dire Alzheimer, il est trop tôt pour le dire de façon définitive, mais je recommanderais de commencer un traitement maintenant, cela peut ralentir la progression. Elle m'a fait une ordonnance, je l'ai fait préparer à la pharmacie en bas, des petites pilules bleues, 1-2 fois par jour avec les repas. Je suis resté chez Béatrice et Stéphane pendant 1 semaine, ils étaient attentionnés, presque trop attentionnés, Stéphane remplissait sans cesse mon verre d'eau, Béatrice me demandait sans arrêt si j'étais à l'aise, si j'avais besoin de quelque chose, si les médicaments m'aimaient. Lors de ma 4e nuit là-bas, je me suis réveillé à 2 heures du matin avec le pire mal de tête de ma vie, comme si quelqu'un avait enfoncé un pic à glace dans ma tempe. J'ai titubé jusqu'à la salle de bain, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine ouvrir le robinet, je me suis regardé dans le miroir, le visage qui me fixait était gris, creusé, vieux. Quand étais-je devenu cette personne, puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange, la montre à mon poignet était chaude, pas la chaleur de la température corporelle, mais brûlante, presque incandescente. J'ai touché le cadran, c'était nettement plus chaud que cela n'aurait dû l'être, sans doute juste un dysfonctionnement de la batterie, j'ai pensé que je demanderais à Stéphane de regarder ça le matin, mais alors que je me tenais là dans cette salle de bain. À 2 heures du matin dans la maison de ma fille, quelque chose a chuchoté au fond de mon esprit, quelque chose que j'ai repoussé parce que c'était trop terrible à envisager. Je suis rentré à Lyon le lendemain, les médicaments ne semblaient pas aider, au contraire, les choses empiraient. Mais à apporter des vertiges, je me tenais devant l'évier de la cuisine et soudain la pièce basculait sur le côté, je suis tombé 2 fois, une fois je me suis coupé la tête sur le comptoir, 8 points de suture aux urgences. Béatrice était frénétique quand elle l'a appris, « Papa, c'est ridicule, tu ne peux plus vivre seul, tu dois venir à Paris, nous allons transformer la chambre d'amis, tu seras en sécurité ici. » Je vais bien, j'ai insisté, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. En juin, j'avais perdu 7 kilos, la nourriture avait un goût de carton, je n'avais pas d'appétit, mes vêtements flottaient sur moi comme si j'étais un épouvantail. Mes vieux amis ont cessé d'appeler parce que j'oubliais sans cesse de les rappeler, mon monde devenait de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, les 4 murs et la montre qui ne quittaient jamais mon poignet. D'où regardez-vous cela en ce moment? Je me pose parfois des questions sur les gens qui entendent ces histoires. Êtes-vous dans une maison chaleureuse quelque part, en sécurité avec votre famille? Êtes-vous seul comme je l'étais? Savez-vous ce que l'on ressent en se voyant disparaître? Le 14 juillet,
la fête nationale, l'ironie ne m'échappe pas. J'étais assis au parc de la Tête d'Or en train de regarder les familles installer leurs couvertures pour le feu d'artifice, j'y étais allé à pied depuis chez moi, environ 1 kilomètre. C'était une soirée chaude, humide, le genre où l'air semble assez épais pour être bu. J'étais fatigué, si fatigué, j'avais à peine dormi la nuit précédente, ma tête bourdonnait, le monde semblait miroiter sur les bords comme un mirage. Une jeune mère est passée avec 2 enfants portant une glacière et des lampions, elle m'a souri, j'ai essayé de lui rendre son sourire, puis le sol s'est précipité à ma rencontre. Je ne me suis pas senti tomber, un instant j'étais assis sur le banc, l'instant d'après j'étais allongé sur l'herbe, fixant le ciel qui s'assombrissait, des voix tourbillonnant autour de moi comme de l'eau. Que quelqu'un appelle le SAMU, est-ce qu'il respire, laissez-lui de l'espace, puis je suis parti. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une ambulance, des lumières fluorescentes, l'odeur de l'antiseptique. Un secouriste coupait le bracelet de ma montre avec des ciseaux médicaux. Arrêtez, j'ai croassé, qu'est-ce que vous faites? Il m'a regardé, un jeune homme, peut-être 30 ans, des yeux sombres qui en avaient trop vu. Monsieur, j'ai besoin que vous restiez calme, pouvez-vous me dire votre nom? Jean-Pierre Morel, cette montre, ma fille m'a offert cette montre. Ses mains se sont arrêtées juste un instant, puis il s'est penché, cette montre vous tue. Quoi? Les niveaux de radiation émanant de cette chose sont hors normes, j'ai déjà vu ça une fois, un cas à Marseille, quelqu'un avait mis un émetteur modifié dans un bracelet connecté, au moment où ils s'en sont rendus compte, il n'a pas fini sa phrase. Je ne comprends pas, j'ai dit, ma fille m'a offert cette montre pour Noël, monsieur. Sa voix était douce maintenant, triste, à qui profiterait-il s'il vous arrivait quelque chose? La question est restée suspendue dans l'air comme de la fumée, j'ai pensé à mon appartement, 3 pièces, un beau quartier, valant peut-être 450 000 € sur le marché actuel, j'ai pensé à mes comptes d'épargne, 34 ans d'économie prudente. Un demi-million à peu près. J'ai pensé au sourire de Stéphane à Noël, à la façon dont Béatrice appelait 3 fois par jour, aux médicaments qui n'aidaient pas, à l'invitation de déménager à Paris. Non, ce n'était pas possible, pas Béatrice, pas ma propre fille. Mais même si je le niais, quelque chose en moi savait, quelque chose savait depuis des mois, je n'avais juste pas voulu le voir. Le secouriste s'appelait Marc Lefebvre, il m'a sauvé la vie cette nuit-là de plus d'une façon. Après m'avoir stabilisé à l'hôpital, après que les médecins eurent fait leurs tests et n'eurent rien trouvé d'anormal qui ne puisse être expliqué par des mois d'exposition aux radiations, Marc est venu me voir, il a apporté un dossier. Je ne devrais pas faire ça, a-t-il dit, mais j'ai fait des recherches sur ces cas de mon côté, il y a une entreprise en Chine qui vend ces appareils modifiés, montres intelligentes, bracelets de fitness, même des écouteurs. Ils ont l'air normaux, mais ils contiennent de minuscules émetteurs à l'intérieur, des radiations à faible dose, pas assez pour vous tuer rapidement, mais avec le temps, il a étalé des photographies sur mon lit d'hôpital, des rapports médicaux, des résultats d'autopsie. 8 décès au cours des 3 dernières années dont j'ai connaissance, probablement plus qui ont été classés comme cause naturelle. Les victimes étaient toutes des personnes âgées, toutes avaient des membres de leur famille qui devaient hériter. Mes mains tremblaient en regardant les papiers, mais pas à cause des tremblements cette fois, à cause de la rage. Comment puis-je le prouver? Marc a sorti un petit appareil argenté de la taille d'un jeu de cartes, un détecteur de radiation, 40 € sur Internet, si vous pouvez accéder à cette montre ou à tout autre objet qu'ils auraient pu vous donner. J'ai pensé aux médicaments, les petites pilules bleues prescrites par le docteur Girard, les pilules que je prenais 2 fois par jour depuis 3 mois. Pouvez-vous tester autre chose pour moi? Les pilules n'étaient pas des médicaments, c'était une sorte de sédatif mélangé à une neurotoxine, de faibles doses s'accumulant au fil du temps. Entre les radiations de la montre et le poison des pilules, j'aurais dû être mort avant l'automne. J'ai appelé Béatrice ce soir-là, j'ai gardé ma voix faible, confuse. Chérie, j'ai eu un autre malaise, il me garde à l'hôpital en observation. Oh papa, sa voix était de miel et d'inquiétude, Stéphane et moi descendons dès demain matin. Ce serait bien, je pense que vous avez raison, peut-être que je devrais venir vivre avec vous, je ne peux plus faire ça tout seul. J'ai entendu sa respiration s'accélérer, surprise, soulagement, anticipation. Nous allons tout organiser, ne t'inquiète de rien. Je t'aime Béatrice. Une pause, juste une fraction de seconde trop longue. Je t'aime aussi papa. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, à la place j'ai passé des appels à un avocat, à la police, à un ancien étudiant à moi qui travaillait maintenant pour la division des crimes financiers.
Quand Béatrice et Stéphane sont arrivés le lendemain matin, ils n'étaient pas seuls, 2 inspecteurs en civil les attendaient sur le parking de l'hôpital, une équipe de police scientifique était déjà en route pour leur appartement à Paris. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'ils sortaient de leur voiture, Béatrice portait des fleurs, Stéphane portait un dossier, probablement des papiers pour une procuration. J'ai réalisé l'étape finale, les policiers se sont approchés d'eux, j'ai vu le visage de Stéphane changer, ce sourire confiant fondant en quelque chose de désespéré, de laid. Béatrice est restée là, figée, les fleurs ont glissé de ses mains et se sont éparpillées sur le pavé. Nos yeux se sont croisés à travers la vitre, pendant un instant j'ai revu ma petite fille, celle qui s'asseyait sur mes genoux, celle qui pleurait quand son poisson rouge mourait, celle que j'avais accompagnée à l'hôtel le jour de son mariage. Puis j'ai vu la femme qu'elle était devenue, l'étrangère qui avait essayé de me tuer pour de l'argent. Comment un père peut-il réconcilier ces 2 personnes, je ne le sais toujours pas. L'enquête a duré 5 mois, les preuves étaient accablantes. La montre, les pilules, les relevés bancaires montrant que Stéphane avait souscrit une assurance vie à mon nom sans que je le sache, des courriels entre Stéphane et un fournisseur à Shanghai, des messages entre Béatrice et son mari planifiant mon déclin naturel. Le procès a été plus dur que je ne l'imaginais, assis dans cette salle d'audience à écouter les procureurs décrire comment ma propre fille avait comploté mon meurtre, la regardant pleurer à la barre alors que son avocat soutenait que Stéphane l'avait manipulée, contrainte, contrôlée. Peut-être que c'était vrai, peut-être que Stéphane était le cerveau et que Béatrice était juste faible, mais la faiblesse n'excuse pas la trahison, n'excuse pas de regarder son père dépérir en faisant semblant de s'en soucier. N'excuse pas ses appels téléphoniques 3 fois par jour pour surveiller la progression de ma mort. Stéphane a pris 25 ans pour tentative de meurtre avec préméditation, fraude à l'assurance et complot. Béatrice a pris 12 ans, son avocat a réussi à réduire la peine en invoquant une responsabilité diminuée. Elle sortira dans 8 ans avec une bonne conduite. Je ne lui ai pas rendu visite, je ne sais pas si je le ferai un jour. Après le procès, j'ai vendu l'appartement à Lyon, trop de souvenirs maintenant, trop de fantômes. J'ai emménagé dans un petit appartement à Grenoble près de Marquet de sa famille. Il prend des nouvelles de moi parfois, amène ses enfants pour le déjeuner du dimanche, il m'appelle grand-père Jean-Pierre bien que nous n'ayons aucun lien de sang. Peut-être que c'est ce que j'ai appris de tout cela, la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de qui est là, c'est une question de qui vous voit vraiment, et choisit de se soucier de vous malgré tout. J'ai 68 ans maintenant, les médecins disent que les dommages causés par les radiations étaient importants mais pas permanents. Ma mémoire est revenue en grande partie, les tremblements ont cessé. Je marche chaque matin au bord de l'Isère et je pense à Marguerite et je pense à la fille que j'ai perdue, pas perdue par la mort, perdue par quelque chose de pire. Parfois je me demande où j'ai échoué en tant que père, ai-je été trop strict, trop indulgent, ne l'ai-je pas assez aimé ou l'ai-je trop aimé, ai-je manqué des signes qui auraient dû être évidents, ai-je créé le monstre qui a essayé de me tuer? Je n'ai pas de réponse, peut-être qu'il n'y en a pas. Ce que je sais, c'est ceci, je suis vivant, je suis ici. Je me réveille chaque matin et je regarde le soleil se lever sur les montagnes et je me rappelle que j'ai failli ne pas voir un autre lever de soleil, une autre saison, une autre année. Il y a une femme avec qui je parle, elle s'appelle Dorothée, nous nous sommes rencontrés dans un groupe de soutien pour le deuil, elle a perdu son mari à cause du cancer, tout comme j'ai perdu Marguerite. Nous dînons parfois ensemble, allons au cinéma, faisons de longues promenades où nous ne disons pas grand-chose parce que nous n'en avons pas besoin. Je ne cherche pas à remplacer ce que j'avais, je ne suis pas sûr que mon cœur ait de la place pour ce genre d'amour à nouveau, mais la camaraderie, la gentillesse, quelqu'un qui me voit et ne veut rien d'autre que ma compagnie, cela me suffit. Mes petits-enfants m'envoient des lettres parfois, Sarah a 12 ans maintenant, Thomas en a 9. Leur mère est en prison à cause de moi, ils ne comprennent pas tout ce qui s'est passé, mais ils savent que quelque chose s'est brisé et ne peut être réparé. Je leur réponds, je leur parle de mes promenades, de Dorothée, des livres que je lis. Je ne mentionne jamais Béatrice, je ne mentionne jamais ce qu'elle a fait, ce n'est pas mon histoire à leur raconter. Peut-être que lorsqu'ils seront plus grands, ils poseront des questions, peut-être qu'ils voudront comprendre et je leur dirai la vérité aussi doucement que possible. Leur mère a fait un choix terrible et les choix ont des conséquences. Mais je leur dirai aussi ceci, je ne la hais pas, je ne peux pas, elle était ma fille avant d'être mon ennemie, elle était le bébé que je tenais à l'hôpital il y a 42 ans, la fille qui riait à mes mauvaises blagues. La femme qui se tenait à côté de la tombe de sa mère et me tenait la main pendant que nous disions tous les deux au revoir. Cette personne est toujours là quelque part,
peut-être que la prison l'aidera à la retrouver, peut-être pas. Cela ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est comment je passe le temps qu'il me reste et je choisis de le passer à vivre vraiment, pas comme une victime, pas comme un avertissement, mais comme un homme qui a eu une seconde chance et qui a décidé de ne pas la gâcher. La montre a disparu, elle se trouve dans un casier de preuves quelque part probablement, ou peut-être qu'ils l'ont détruite, je ne sais pas et je m'en fiche. J'ai acheté une nouvelle montre, rien d'intelligent là-dedans, juste un simple cadran analogique, un bracelet en cuir, égrenant les secondes. Je la regarde parfois et je pense au temps, à quel point il est précieux, à quel point il peut être facilement volé et à quel point il est bon de l'avoir retrouvé. Si vous regardez ceci, je veux que vous sachiez quelque chose, faites attention à votre corps, faites attention aux gens qui vous entourent, posez des questions, même quand les questions sont inconfortables, surtout quand elles sont inconfortables. Et si quelque chose ne vous semble pas correct, faites confiance à ce sentiment, ne vous en dissuadez pas, ne laissez personne d'autre vous en dissuader non plus. Ce chuchotement au fond de votre esprit, celui qui dit que quelque chose ne va pas, écoutez-le, il pourrait bien vous sauver la vie. Je m'appelle Jean-Pierre Morel, j'ai 68 ans, je suis un professeur d'histoire à la retraite, un veuf, un grand-père et le survivant de la trahison de ma propre fille, mais je suis toujours là. Cette histoire est un rappel brutal que la trahison peut parfois venir de là où on l'attend le moins, au sein même du cercle familial. Le récit de Jean-Pierre met en lumière la vulnérabilité des personnes âgées face à des technologies détournées et à la manipulation émotionnelle. En France, l'abus de faiblesse et les violences intrafamiliales sont des sujets graves, et cette fiction souligne l'importance de rester vigilant, même envers ses proches. Le personnage de Marc, le secouriste, incarne cette figure de l'étranger bienveillant qui, par son intuition et son humanité, parvient à briser un cycle de destruction. C'est une réflexion profonde sur le pardon, la reconstruction de soi après un traumatisme et la redéfinition de ce qu'est réellement une famille. Parfois, la famille se choisit dans l'adversité plutôt que par les liens du sang. Que feriez-vous si vous découvriez qu'un proche utilise la technologie pour surveiller vos moindres faits et gestes sous prétexte de votre sécurité, et avez-vous déjà ressenti que votre intuition essayait de vous avertir d'un danger que vous refusiez de voir par amour? Partagez vos réflexions ou vos expériences personnelles dans les commentaires pour aider d'autres personnes à rester vigilantes.